Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle séquence de débat au sein de la fabrique de la diplomatie. Les catastrophes naturelles, les guerres, les conflits armés, le trafic des biens culturels et en général les menaces humaines et climatiques posent de réels enjeux, de vrais problèmes majeurs pour le patrimoine mondial. Pour en débattre aujourd'hui, avec nous, nous avons à la fois des représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, mais aussi d'un grand institut, d'un centre culturel qui suivent ces enjeux au quotidien. Nous avons la chance d'avoir Michèle Ramis, une grande ambassadrice de France, qui a travaillé en tant que conseillère d'action et de coopération culturelle à Mexico, ancienne ambassadrice au Guatemala, en Roumanie, en Colombie, directrice des Amériques et élue depuis 2024 présidente de la Commission de la France pour l'UNESCO. Là-bas. Tout là-bas. Premier. Oui, voilà. Pour en débattre avec Michèle Ramis, nous avons la chance, comme représentant du ministère de la Culture, d'avoir avec nous Bruno Fauvel, chef de la mission pour le patrimoine mondial, secrétaire général de la Convention France UNESCO et spécialiste de géopolitique. Je vous remercie d'accueillir Bruno Fauvel. Avec nous, nous avons également Élodie Bouffard, ancienne diplômée de la Sorbonne Nouvelle, à l'époque où elle était sur le siège Censier d'Aubenton, qui travaille depuis 16 ans à la valorisation du patrimoine mondial, spécialiste du Moyen-Orient et actuellement responsable du service des expositions à l'Institut du monde arabe. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont avec nous depuis ce matin ou depuis hier, vous avez sans doute remarqué que dans la vie d'un diplomate, il y a plusieurs chapitres professionnels. On peut travailler au sein du Quai d'Orsay, mais on peut aussi travailler au sein des opérateurs culturels, dans le secteur privé, dans le monde associatif. Eh bien, Valérie Brisset, qui va animer cette table ronde, est une grande diplomate qui a commencé sa carrière au Louvre comme chef du service des relations publiques, qui a une vraie expérience, et c'est sans doute le fil conducteur de sa carrière, de la valorisation et de la protection du patrimoine mondial. Elle a ensuite été en poste à Athènes, à notre ambassade de France, justement creusée du patrimoine culturel européen, puis en poste à Pékin, et a rejoint comme directrice adjointe la direction de la diplomatie culturelle du Quai d'Orsay. Merci beaucoup Natacha pour ces propos introductifs et pour ces présentations. Je suis ravie d'être parmi vous et accompagnée de personnalités éminentes pour débattre aujourd'hui du thème de la table ronde « Patrimoine en danger, que peut la diplomatie ?» Et peut-être avant de commencer de donner la parole à l'ensemble des intervenants ici présents, peut-être une définition tout d'abord du patrimoine, pour savoir exactement de quoi on parle. Donc j'ai repris le Larousse ce matin pour vérifier ce que le Larousse en disait. Le patrimoine est défini comme un bien qu'on tient en héritage ou pour héritage de ses ancêtres. Et par extension, je crois que l'on peut dire que le patrimoine culturel est un ensemble de biens matériels ou immatériels qu'une communauté en fait obtient en héritage et qui de ce fait est considéré comme ayant un intérêt identitaire très très particulier. Donc Natacha l'a dit, le patrimoine, malheureusement le patrimoine culturel, les patrimoines naturels sont considérés comme en danger. Et peut-être pour commencer à lancer la discussion, Monsieur Fauvel, pouvez-vous nous indiquer quels sont les différents types de dangers ou de périls auxquels sont confrontés ou auxquels est confronté le patrimoine aujourd'hui? C'est une question très importante parce que le danger lié au patrimoine, c'est pas une notion qui est ancienne, cette prise en considération.
Victor Hugo, lorsqu'il écrit Notre-Dame de Paris en 1830, crie « Halte aux démolisseurs ». C'est tout au long du XIXe siècle qu'il va y avoir une prise de conscience dans les pays européens de justement la définition du patrimoine en danger. Mais ça ne va pas de soi parce que la guerre ou les cataclysmes naturels sont naturels et intégrés à la vie et considérés de façon normale. C'est à partir du XXe siècle et au milieu du XXe siècle que vraiment il va y avoir une prise en considération réelle de la notion de patrimoine après les destructions massives de la Seconde Guerre mondiale, Varsovie détruite, les villes de la côte atlantique complètement anéanties. C'est bien simple, 70% des villes en 1945 étaient anéanties sur 3 continents. Donc la première symbolique, si vous me permettez, c'est de dire qu'il y a des nuances dans la graduation du danger. La première nuance, c'est le patrimoine dans le cadre de la mauvaise gouvernance. Un État n'entretient pas bien son patrimoine, mais il n'entretient pas bien parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il n'a pas une volonté politique ou parce que les communautés ne désirent pas l'entretenir. Et puis après, il y a d'autres graduations. On monte, je dirais, dans la visibilité. C'est quand il y a des catastrophes naturelles, patrimoine détruit complètement, Vanuatu par exemple, Port Vila, ou encore en Italie, les inondations en 1965-66 de Florence et la montée des eaux à Venise qui a fait prendre aussi en considération en Europe le problème des cataclysmes. Et puis après, depuis 20 ans, nous avons, je dirais, quelque chose de terrifiant qui est la destruction volontaire du patrimoine de l'autre, réduisant ainsi la pensée universelle et participant au saccage des monuments, des sites archéologiques, des professionnels qui travaillent sur ces sites et dans ces monuments. Et bien évidemment, ça, c'est Palmyre, c'est tous les sites irakiens, les sites libyens, les sites syriens, le Yémen. Tous ces patrimoines ont été saccagés systématiquement. Mais on ne va pas être seulement que pessimiste, il y a aussi des exemples de réussite, et je citerai 2 exemples qui nous permettent quand même d'espérer en l'avenir. C'est d'abord, en 1991, pendant les accords de Paris, coprésidés par la France et l'Indonésie à Paris, en décembre, la première fois qu'il y a un texte qui dit qu'un État doit être reconstruit par le patrimoine pour avoir une identité nationale, c'est le royaume du Cambodge. C'est le patrimoine d'Angkor et des sites cambodgiens. Ensuite, d'autres accords qui portent un nom américain mais qui sont signés en France en juin 1995, c'est les accords de Dayton qui règlent le sort de la Bosnie-Herzégovine et qui prévoient un grand chapitre patrimonial écrit par le regretté professeur Léon Pressuire, qui est un éminent historien, et qui permettra en 2004-2005 la reconstruction, restitution, restauration. Il y a une polémique là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Du pont de Mostar, que vous connaissez tous, qui avait été complètement détruit par les Serbes au moment de l'invasion de la partie bosniaque de la Bosnie-Herzégovine. Donc voilà, une parenthèse, et après je vous rends la parole, c'est aussi la Grande Nubiade, dans les années 60, qui symbolise le rôle de l'UNESCO et du ministère de la Culture français avec André Malraux, René Maheu et Madame Desroches-Noblecourt, qui était directrice des Antiquités égyptiennes. C'est de déplacer, parce qu'il y a la construction du barrage d'Assouan, le président Nasser en Égypte demande l'aide internationale et va déplacer les temples de Philae pour justement faire en sorte que ce patrimoine ne soit pas complètement détruit et englouti. Voilà, si vous voulez, ces prises de conscience très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qui permettent déjà de montrer qu'à chaque fois, on a essayé de trouver une résilience. Je ne parle pas de Voltaire qui suggérait, après le tremblement de terre de Lisbonne, qui était un tsunami en fait, qui proposait des solutions pour justement reconstruire le patrimoine de Lisbonne.
Merci beaucoup, Monsieur Favel. Vous venez en effet de nous indiquer combien, en fait, c'est en s'appuyant sur une conception universaliste en fait du patrimoine, qui est considéré comme un bien commun de l'humanité, que la France et également un certain nombre de ses partenaires ont constitué un cadre normatif sur lequel ils s'appuient et dans lequel ils évoluent pour défendre ce patrimoine. Alors peut-être Madame Ramis, en tant que présidente de la Commission nationale du patrimoine mondial de l'UNESCO, pouvez-vous nous dire quel est le rôle joué par l'UNESCO, notamment grâce à la liste, la fameuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO que tout le monde connaît, et plus particulièrement, quel est le rôle de votre commission? Merci beaucoup, Valérie. Donc, ce que je voulais peut-être commencer par dire, c'est pourquoi parle-t-on de patrimoine et diplomatie? Est-ce que le patrimoine, c'est une question diplomatique? Nous allons démontrer que si. Moi, je représente donc la Commission française pour l'UNESCO, qui est un organe français qui fait la liaison, l'interface entre l'UNESCO et la société française, parce que les idéaux de l'UNESCO se mettent en œuvre avec la société civile. Alors, nous avons parlé du patrimoine en danger. Le patrimoine, ce ne sont pas que des pierres, comme a dit Audrey Azoulay. Ce sont, ça peut être d'abord non seulement des objets, mais aussi des techniques. Mais c'est surtout une identité. C'est le fondement d'une histoire, c'est une civilisation. Et lorsqu'on porte atteinte au patrimoine, c'est une nation qui perd ses fondements, qui perd ses repères, qui perd son identité. Donc c'est devenu un sujet politique, et c'est pourquoi la diplomatie s'est mobilisée. Alors la diplomatie, c'est évidemment surtout l'UNESCO, puisque la protection du patrimoine, c'est un des piliers fondamentaux de l'UNESCO. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui est une organisation basée à Paris, comme vous le savez, et qui a pour objectif de préserver et consolider la paix par le dialogue des cultures, par l'éducation, par la science, donc tout ce qui permet aux êtres de se connaître mieux et d'éviter de se faire la guerre. Et donc la protection du patrimoine, évidemment, est un des piliers du mandat de l'UNESCO, mais l'UNESCO n'est pas la seule à être intervenue. Le Conseil de sécurité, en 2015, a pris position pour condamner la destruction du patrimoine irakien et syrien. Les ministres chargés du patrimoine du Conseil de l'Europe aussi, une nouvelle instance internationale, l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine, a été créée. Donc, il y a de multiples initiatives, mais évidemment, l'UNESCO a un rôle clé parce que c'est dans son mandat. Alors, l'UNESCO s'est mobilisée rapidement après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale avait entraîné des destructions très importantes du patrimoine européen. Et donc, elle a mis au point, au sein de ses membres, la première convention de 1954 sur la protection du patrimoine en temps de conflit armé. Donc, c'est une convention qui valorise, si vous voulez, qui demande aux États de coopérer, qui met en place un système d'inventaire, des mesures correctrices. Et donc, cette convention, ça a été donc le socle sur lequel l'UNESCO a commencé à s'intéresser à ces destructions. Mais comme on le voit, c'était surtout des destructions en Europe. Et donc, quelques années plus tard, l'UNESCO s'est investi sur un patrimoine plus large qui n'était pas lié au conflit armé, qui était le patrimoine naturel et culturel en danger. Alors, soit pour des causes humaines, parce que dégradation, terrorisme, guerre civile à nouveau, ou bien des causes naturelles, séisme, ouragan, ou bien des causes combinées, c'est-à-dire que la mauvaise gestion du changement climatique. Et donc, c'est l'arrivée de la grande convention de 1972 de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel et naturel. Donc, culturel, ce sont des biens, ce sont des sites, ce sont des ensembles de sites. Naturels, ce sont des lieux créés par la nature. Et c'est là que s'est constitué un système de protection collective du patrimoine, c'est-à-dire que chaque année, la Convention, enfin les États membres de l'UNESCO, inscrivent au patrimoine mondial de l'UNESCO des sites reconnus comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Et pourquoi on va les protéger? C'est parce que ce qui atteint un bien de valeur exceptionnelle dans un pays A atteint le patrimoine de l'humanité tout entière. Et c'est toute l'humanité qui perd son histoire et sa mémoire. Donc chaque année, le comité inscrit de nouveaux biens à l'UNESCO. Cet été, la France a eu l'honneur de voir inscrits les mégalithes de Karnak, vous savez, les dolmens et les menhirs du Morbihan, au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est une reconnaissance, mais c'est aussi une responsabilité, puisqu'il faut ensuite assurer la préservation de ce bien, éviter ses dégradations, le gérer conformément à sa nouvelle qualité. Alors nous participons aux instances nationales et internationales de cette protection. Nous participons avec M. Favelle à la sélection des candidatures, à l'accompagnement des candidatures. Parfois, il y a des candidatures qu'on refuse parce qu'on estime qu'elles ne sont pas viables et elles ne seront pas retenues. Ensuite, à la campagne et ensuite au suivi, puisque quand on est site inscrit, on a des obligations. Donc cette grande convention, c'est la grande convention de l'UNESCO. Elle a été suivie d'une convention quelques années après, en 2003, sur le patrimoine immatériel, donc qui protège des techniques, des traditions, des pratiques, mais celui-ci est rarement mis en danger. Donc je pense que pour le patrimoine en danger, les deux grandes conventions, c'est celle de 54 sur la protection en cas de conflit armé et la protection du patrimoine naturel et culturel. Je rajoute une troisième convention qui, de manière incidente, contribue aussi à protéger le patrimoine, c'est la convention de l'UNESCO sur la lutte contre le trafic de biens culturels. Parce que, vous savez, quand il y a des guerres, comment dire, il y a des vols dans les tombes en Égypte ou ailleurs, et donc ces biens sont parfois commercialisés de manière illicite, et l'UNESCO s'est mobilisée pour éviter ces commercialisations par des mesures préventives, en condamnant ces trafics et puis en créant un mécanisme de restitution. Voilà ce que je voulais dire. J'ai oublié quelque chose concernant le patrimoine en tant que conflit armé, c'est qu'il y a un protocole qui a pénalisé l'atteinte à ces biens, et donc il y a une notion de crime contre l'humanité lorsque des États sciemment ou par négligence s'attaquent à des vestiges ou à des témoignages de l'humanité. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, mais je cède la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Madame Ramis, vous avez évoqué une prise de conscience progressive de la communauté internationale avec à la fois des textes contraignants de plus en plus nombreux qui ont été pris, des enceintes internationales et aussi européennes qui se sont dotées d'outils, et puis l'émergence également d'institutions nouvelles comme la LIF qui permettent de mieux défendre et de protéger le patrimoine en danger. Mais peut-être pour revenir à ce que fait particulièrement la France, Monsieur Favelle, pouvez-vous nous indiquer comment le ministère de la Culture, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'autres opérateurs et institutions en France travaillent avec des partenaires internationaux souvent pour mieux protéger le patrimoine en danger? Et si vous avez aussi, au fil des années, perçu une une montée en puissance également du positionnement de la France pour la protection de ce patrimoine? D'abord, on peut rendre hommage au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe du travail qui est fait depuis, je dirais, une centaine d'années pour la prise en considération du patrimoine à l'étranger pour pouvoir justement développer des coopérations ambitieuses en cadre de rayonnement international de la France. Dans les années 30, dans les années 50, 60, il y a eu vraiment des avancées dans ce domaine. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que le tandem culture-affaires étrangères fonctionnait, puisque c'est les diplomates et les corps scientifiques qui travaillent pour les affaires étrangères qui font le premier constat. Le premier constat est fait par les ambassades. Est-ce que la situation est réelle ou est-ce que la situation ne l'est pas ? Y a-t-il un gonflement dans l'exagération de la destruction ou non ? Quand est-ce que les équipes peuvent-elles venir après les désastres humanitaires et désastres liés aux guerres? Et ça, il n'y a que nos collègues sur place qui peuvent le dire, pas le ministère de la Culture qui est à Paris, car souvent nos collègues ne répondent plus parce qu'étrangers, ils sont complètement anéantis lorsqu'il y a ces désastres et ces guerres. Et je dois dire que moi, j'ai vu un renforcement de cette coopération au fil des années. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, la Convention de 72, on travaille vraiment main dans la main, affaires étrangères, culture, sur ces sujets, qui sont des sujets nationaux et internationaux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a au sein du ministère des Affaires étrangères une commission très importante, qui est la commission des fouilles archéologiques, qui permet à des centaines de projets d'être développés chaque année, sur plusieurs années, sur les 5 continents. Et même quand le pays est fermé, les équipes continuent à travailler. Je pense notamment à l'Iran, je pense au Soudan, je pense au Yémen. Bon, la liste est longue, malheureusement, hélas. Mais il y a un service dédié aux affaires étrangères qui travaille sur ces questions.
dont vous êtes, Madame Brisset, une des responsables. Monsieur Guillaume est là, d'ailleurs, dans la salle, je le salue. Je crois que vraiment, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Il y a la définition de la résilience, et ensuite il y a l'expertise des affaires étrangères, mais aussi l'expertise de la culture, avec les architectes en chef des monuments historiques, les spécialistes d'inventaire, les spécialistes d'archéologie, les spécialistes des musées, ou encore bien d'autres, les métiers d'art, les métiers de la restauration. Et puis il y a, je dirais, quelque chose qui a vu le jour parce qu'on s'est rendu compte après 2015 et la destruction des patrimoines de Syrie et d'Irak qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On salue Jack Lang et l'initiative à l'époque du président Hollande de créer justement la LIF. Maintenant, c'est Barry Zacharie qui fait ça très très bien, qui lui a succédé. Qu'est-ce que c'est que cette LIF? C'est une organisation internationale complémentaire du rôle de l'UNESCO et qui permet en gros de financer des projets dans des pays qui ont vraiment besoin d'une aide tout à fait importante, à la fois en termes de définition, d'identification et d'inventaire, et de projets, je dirais, spécifiques, alliant les fonds privés et les fonds publics. À l'IF, il y a des mécènes privés et il y a bien sûr des ministères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, qui contribuent à cela. Donc voilà, donc vraiment le couple est un couple qui va très bien dans ce domaine-là et je dirais qu'on est très content de cette coopération, sans faire d'autosatisfaction, hein. C'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puisqu'on est dans la fabrique de la diplomatie, peut-être pour compléter vos propos, Monsieur Favel, et vous expliquer aussi, quand on parle des diplomates qui sont sur place et qui peuvent faire des repérages et aller constater sur place, en effet, de l'état du péril ou des destructions. Dans une ambassade, nous avons différents services, des services, une chancellerie politique, mais aussi un service culturel qui est souvent composé de spécialistes, d'attachés culturels, d'attachés scientifiques et universitaires, qui sont des experts et qui peuvent justement accompagner et faire ce diagnostic directement sur le terrain. Vous avez évoqué également une montée en puissance des moyens du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est vrai que nous finançons la commission des fouilles, mais nous finançons également, grâce à ce qu'on appelle des fonds Équipe France, un grand nombre de chantiers de protection où on essaie d'accompagner également un grand nombre de partenaires pour qu'ils arrivent à mieux restaurer et préserver leur patrimoine, notamment en finançant par exemple des musées, en finançant également des formations par exemple de restaurateurs ou de conservateurs du patrimoine, et très très souvent avec l'appui de nos opérateurs, des établissements publics culturels que peuvent être les musées, l'Institut national du patrimoine, etc. Et puisque je viens d'évoquer justement les établissements publics culturels, je me tourne vers Madame Bouffard pour savoir, une fois qu'on a réussi, en effet, grâce à ce cadre normatif, grâce à un certain nombre d'actions financées par la France et également par des partenaires européens et internationaux, à protéger le patrimoine, en bout de chaîne, comment les institutions culturelles françaises peuvent-elles se positionner pour aider déjà en amont et pour donner à voir ce patrimoine protégé? Merci beaucoup. Alors, moi, je travaille à l'Institut du monde arabe, qui a un cadre particulier également, puisque c'est une fondation de droit privé, mais avec une dimension, bien entendu, publique, qui a été donc mis en place dans les années 86 et qui est à la base une coopération donc, entre l'État français et les pays de la Ligue arabe. Dans ce cadre-là, l'institution pour laquelle je travaille déploie en fait un nombre d'actions qui peut être très diversifié, puisque l'Institut du monde arabe, c'est un institut. Donc c'est d'abord un centre de recherche et de ressources. C'est également donc un espace de musée. Donc on va dire que c'est les choses un peu qui sont structurelles et qui donnent l'ADN quasiment de l'institution. Et ensuite, il y a bien une programmation qui fluctue aussi selon les attentes d'un public ou les besoins que nous pourrions avoir pour valoriser en fait, des actions qui peuvent être menées. Et donc ça se déploie dans le cadre des expositions, mais également dans le cadre de la direction des actions culturelles qui mène donc une programmation cinéma et autres. Donc on va dire que le champ d'action est très large. Moi, je travaille aux expositions, donc la question du patrimoine en péril ou en danger peut être traitée de multiples façons, du coup, par l'Institut du monde arabe, mais dans le cadre donc, des activités et de l'équipe avec qui je travaille, on est plutôt effectivement sur l'arrivée des objets,
comment on montre ces objets. Et donc là, on a eu et on a toujours, malheureusement, puisque le monde arabe, plus particulièrement en ce moment, connaît dans une grande dimension en fait, de très grands conflits et difficultés pour différentes raisons. Donc on a parlé du Yémen, du Soudan, voilà, Palestine, Liban, Syrie, voilà. Donc, dans le cadre de nos activités, on a en fait trop régulièrement rencontré des problématiques dans le cadre justement de l'exposition de patrimoine en danger. Alors il peut y avoir différents biais. Moi, en tout cas, si je dois parler de mon expérience personnelle, la première fois où la question s'est posée, c'était pour l'exposition Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire, pour lequel j'étais co-commissaire avec Raphaël Ziadé, et où effectivement nous étions en face d'une destruction massive de la part de Daesh, et en plus une attaque extrêmement ciblée sur le patrimoine chrétien en particulier. Et dans ce cadre-là, l'exposition effectivement se mettait en place. Et là, je vais rebondir sur tout le maillon, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un maillon diplomatique, un maillon associatif, et surtout, et ça c'est ce qui est fou, c'est que malgré tout, un maillon aussi des sociétés civiles. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, les questions se posent, c'est un patrimoine est en train d'être détruit, des gens, en fait, risquent leur vie pour essayer de le sauver et de l'exfiltrer, notamment de Syrie. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et donc, à partir de là, on rentre dans le cadre diplomatique, on rentre en contact notamment, donc, à l'époque, beaucoup avec Beyrouth, voilà, donc avec l'ambassade à Beyrouth, qui, en fait, se fait le relais des intervenants avec qui nous travaillons, nous, qui est, pour le coup, en termes de grosse association, l'œuvre d'Orient. Je félicite énormément pour le travail qu'ils ont fait à cette période-là, qui eux-mêmes coordonnent, en fait, le travail des différentes sociétés civiles, des petites communautés. Et donc là, on rentre dans une histoire dingue qui se passe en 2 chevaux, avec des manuscrits centenaires qui doivent donc quitter la Syrie, parce que à ce moment-là se pose vraiment la question de sauver l'âme des communautés. Voilà. Et donc quitter la Syrie, arriver au Liban. Arriver au Liban, c'est là où on trouve des personnes qui ont été formées, qui sont sur place, qui permettent la restauration et finalement tout un travail sur les manuscrits, parce que le but ultime de tout ça, c'était faire entendre cette histoire et faire connaître en fait ces siècles et millénaires de culture qui étaient préservés jusque-là dans ces sites. Et là, à partir de là, c'est le transport jusque la France et la possibilité pour nous de les exposer. Ensuite, se pose la question de comment on expose, parce que forcément, ils ont une histoire particulière. Et donc là, effectivement, c'est un autre travail qui est un travail de commissariat, du coup, et d'échange aussi avec donc, un métier de scénographe qui mène justement à trouver des dispositions pour que les personnes, sans qu'on ait à tout expliquer, puissent avoir visuellement, en fait, tout d'un coup, un rapport avec l'objet qui est différent qu'une misographie qui ne retrace pas, en fait, tout simplement le statut de l'objet, parce qu'il n'a pas le même statut qu'un manuscrit à la BNF, par exemple. Donc ça fait partie de toutes les différentes réflexions, en fait, qui sont menées, mais qui viennent, bien sûr, bien après les multiples actions qui ont été faites à chaque fois par des personnes. Et moi, je le dis souvent, il se trouve que je suis aussi commissaire de l'exposition Trésors sauvés de Gaza en ce moment à l'Institut du monde arabe. Voilà, donc des pièces qui ont été sauvées par, à chaque fois, une action humaine, des fois coordonnée, des fois complètement personnelle, prise à titre personnel, et qui a permis, effectivement, de sauver un patrimoine qui est intégralement méconnu, voire invisibilisé, et qui, aujourd'hui, nous permet de remettre à jour aussi une histoire. Voilà. On pourra en parler si vous le souhaitez, mais on est vraiment aussi dans une chaîne humaine. C'est-à-dire qu'il y a des cadres, bien entendu, et heureusement, internationaux, qui préservent vraiment le patrimoine. Je tiens à le dire, parce que, typiquement, avec ce qui s'est passé au Liban et à Gaza, nous sommes le témoin à l'Institut du monde arabe des démarches acharnées qui ont été faites par les gouvernements ou les directions des actions des antiquités, hein, aussi bien de Palestine que de Liban, pour justement bénéficier de cette protection internationale, dans le cadre notamment des actions de l'UNESCO. Également, les soutiens qui sont amenés, également par Alif, dont on a beaucoup parlé, et c'est très bien. Et c'est vrai que c'est un partenaire qui nous est très cher. Et d'ailleurs, puisque ça va être leurs 10 ans bientôt, on ne va pas leur souhaiter tout de suite un bon anniversaire, mais ce sera en mars prochain. Et
tout particulièrement l'Institut du monde arabe, nous tenons à mettre en avant leur action et ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, de mieux découvrir Alif en mars prochain, en mars 2027. Bon, je vais un peu trop vite, excusez-moi, je suis déjà dans mon planning d'exposition là. Donc j'étais un peu longue, je m'excuse, mais on pourra parler aussi, par exemple, peut-être un peu plus tard, des œuvres de Gaza qui sont, pour le coup, effectivement en relais de la diplomatie française dans leur découverte, dans leur sécurisation, dans leur mise en valeur, et après les travaux coordonnés, effectivement, de l'UNESCO et d'Alif qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des éléments aussi de connaissance des atteintes du patrimoine dans la bande de Gaza. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a évoqué un certain nombre de succès ou de réussites lorsqu'on arrive, comme vous l'avez indiqué, Madame Bouffard, parfois au péril en fait de vie humaine, à sauver du patrimoine, à le faire sortir en fait d'un territoire qui est soumis à des conflits. Mais parfois, on n'arrive pas à accéder à ce patrimoine. Les territoires sont souvent, on les intitule de territoires empêchés. Ce sont des territoires sur lesquels on n'arrive plus à travailler, à parvenir pour pouvoir soit faire des fouilles, soit accéder à ce patrimoine et le protéger. Et je pose la question en fait à vous trois. Quels sont les moyens mis en œuvre à la fois par la France, par peut-être des moyens numériques en fait, qui nous permettent justement de protéger ou de toujours continuer à valoriser et faire des recherches sur ce patrimoine empêché. Monsieur Favel. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Quand on ne peut plus aller dans un territoire, parfois, il faut faire venir les gens des territoires à nous. Pour Gaza, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire notre ministère a aidé à la transplantation de Fadel Al-Hottol au musée d'art et d'histoire de Genève, en Suisse. Et nous, on a refait une reconstitution de carrière. Moi, j'ai fait une reconstitution de carrière parce qu'on m'a demandé si vraiment cette personne était ce qu'elle était. Donc, Dieu merci, avec ma collaboratrice, on avait gardé tous les documents concernant Fadel Al-Hottol, ses stages en France et tout ça. Ça, c'est la première chose. De même qu'on avait fait la même chose avec le directeur des Antiquités de Syrie, Mahmoud Abdul Karim. On l'a fait venir en France à plusieurs reprises. Les Cambodgiens, on avait fait la même chose. Les Afghans, professeur Tarzi, pour les Bouddhas de Bamiyan, jadis. Donc, c'est ça. Première chose, on fait venir les sachants s'ils le souhaitent. Parce que certains souhaitent rester aussi, pour vivre avec leur peuple et partager leurs sœurs et leurs souffrances. La deuxième chose, c'est aussi les 3D, les survols en 3D. On a fait ça pour un territoire avec la société Iconem, basée à Yerevan en Arménie, qui a pu, avec une fondation arménienne, avec des drones, identifier tous les mouvements, je dirais, avant la destruction du patrimoine du Haut-Karabakh, qui est une destruction méthodique et systématique perpétrée par un gouvernement qui a récupéré ces provinces qui sont sur son territoire, mais qui n'étaient pas peuplées de la même population. Donc on s'est rendu compte que progressivement, la plupart des monuments, la plupart des sites, la plupart des bâtiments administratifs du XXe siècle sont systématiquement détruits. Et puis il y a aussi l'identification, et ça, vous en avez parlé, Madame Institut du monde arabe, c'est l'identification par les listes rouges de l'ICOM, de tout ce qui est trafic illicite des biens culturels. C'est-à-dire que beaucoup de biens sont pillés, beaucoup de biens réapparaissent sur des marchés, via la Belgique ou dans des ports francs en Suisse, à Genève. On se rend compte, il y a un pistage qui est fait par Interpol, et l'Office français, le CBC, qui est vraiment tout à fait performant sur ces questions. On a progressé aussi là-dessus, grâce aux Affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur, qui s'est vraiment doté des moyens, et du ministère de la Culture, via le service des musées de France. Donc, je crois qu'il y a plusieurs initiatives, identification, les personnes, et puis surtout, continuer ce que fait Alif et ce que font d'autres, plus que l'UNESCO. L'UNESCO, malheureusement, n'a pas cette marge de manœuvre. C'est la dénonciation systématique en termes d'alerte. Dès qu'on sent qu'un patrimoine est menacé d'extermination, on le fait. Et Gaza, par exemple, pendant 20 ans, on a eu un chantier de fouilles. On avait fait paraître un livre qui s'appelle « Le patrimoine de Palestine », d'ailleurs coordonné par René Elter, archéologue. Toutes ces fresques byzantines du 4e et 5e siècle ont été systématiquement
recouvertes, détruites. La conservation a été en partie saccagée, hein, malheureusement de Gaza. Et je dois dire que ça, c'est quand même dramatique. Et de même que je rappelle qu'en France, en ce moment, on lutte aussi avec des moyens importants contre l'antisémitisme qui se développe via des programmes patrimoniaux. Il y a un itinéraire culturel des patrimoines juifs. Et il y a aussi un dépôt de dossier de Rachid III qui a participé au roman national français en l'an 1000, qui était un grand penseur tossafiste. Donc, si vous voulez, nous sommes sur tous les fronts. Avec les affaires étrangères, nous sommes sur tous les fronts sur ces patrimoines. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses, des bourses pour les jeunes professionnels, ça vous en avez, et puis surtout d'être présent, de faire de l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement post-conflit. Merci beaucoup. Peut-être, je pense que maintenant, je vais quand même vous laisser la parole. Enfin, moi, j'ai encore des questions en stock si vous n'avez pas de questions, mais je suis sûre que... oui, Madame Ramis, bien sûr, vous pouvez compléter. Pardonnez-moi, merci Valérie. Non, ce que je voulais dire, c'est que je vous ai présenté le cadre juridique, mais je voudrais peut-être vous donner des exemples concrets de ce qui se passe quand l'UNESCO intervient. Alors, tout d'abord, quand un bien est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'il est en danger, il est inscrit sur une liste spéciale qui s'intitule « Liste du patrimoine en péril ». Et là, il y a un mécanisme de solidarité et de coopération qui se met en marche. Il y a un fonds pour la protection du patrimoine mondial et ce fonds va aider l'État qui ne peut pas sauver son patrimoine à le faire. Donc il y a des mesures pour permettre à ce bien de redevenir ce qu'il était. Et puis l'UNESCO, elle a beaucoup évolué dans son approche des biens en péril. Elle perçoit maintenant les choses de manière, on dit holistique ou globale, c'est-à-dire qu'elle ne s'attache pas seulement à préserver un bien, mais elle s'attache aussi à préserver l'environnement, l'écosystème, les laboratoires, les universités, les écoles. Et donc, elle va plus loin que simplement protéger un bien, elle protège l'ensemble. Elle anime aussi, d'ailleurs, le débat sur la protection du patrimoine, elle invite des chercheurs. Elle travaille avec la Cour internationale de justice pour faire sanctionner des comportements considérés comme des crimes contre l'humanité. Et donc, elle est un peu vraiment le centre de même si elle n'a pas toujours les moyens qu'ont d'autres institutions. Et alors, je voulais terminer en donnant deux exemples concrets de ce qu'a fait l'UNESCO récemment en Irak, à Mossoul, et en Ukraine. Vous savez qu'après l'occupation de Daesh en 2014, la vieille ville de Mossoul a été en grande partie ravagée, notamment la mosquée et son célèbre minaret, qui étaient les symboles de la ville, ont été réduits en ruine. Et en 2018, l'UNESCO a lancé une initiative ambitieuse, c'est-à-dire faire revivre l'esprit de Mossoul, afin de reconstituer ce qui avait été détruit et de reconstituer l'identité et l'unité de cette ville. Et donc, l'UNESCO a permis, grâce à des fonds, notamment l'Union européenne, la LIF, de reconstruire ce qui avait été détruit et elle a redonné à la ville de Mossoul son identité. Elle a permis aux habitants de revenir, elle a reconstruit des écoles et elle a reconstruit une cohésion sociale qui, nous l'espérons, avec le souci aussi le retour à l'extrémisme violent. Et puis l'Ukraine, puisque vous savez que l'Ukraine est également aussi soumise à des destructions de patrimoine. Depuis 2022, l'UNESCO se mobilise activement pour protéger le patrimoine ukrainien. Donc elle a inscrit le centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et puis elle fait des prêts de matériel aux musées, aux bibliothèques. Elle fournit des experts pour numériser des documents et documenter les œuvres afin d'éviter leur pillage. Elle mène une action diplomatique forte pour rappeler que ces attaques constituent une violation du droit international. Donc en Ukraine, défendre le patrimoine, c'est défendre l'identité d'un peuple et le droit de transmettre son histoire. Donc vous voyez, de la Convention de 54 à Odessa, eh bien, il s'agit de protéger le patrimoine, mais aussi la paix. Et la diplomatie, ça se fait par le droit, mais ça se fait aussi par des actions concrètes comme celle-ci que je voulais démontrer, qui met en œuvre la solidarité internationale. Peut-être un dernier mot, désolé si j'abuse, mais préserver le patrimoine, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est donner aux générations futures un socle d'identité et un espace de dialogue pour maintenir la paix. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations et ces illustrations très concrètes sur ce que l'on fait en France et au niveau international pour protéger le patrimoine en danger. Je propose maintenant de laisser la parole au public, à l'auditoire. J'imagine que vous avez beaucoup de questions.
je propose que vous leviez la main et que lorsque vous prenez la parole, que vous donniez votre prénom et l'institution, l'université, l'école voilà, à laquelle vous êtes rattaché, juste pour qu'on vous situe un petit peu. Donc, monsieur, ici, est-ce qu'on a des micros qui... Voilà, je pense que je donne la parole à la salle plus haut que prévu. Alors, au 6e rang à peu près, ici, là-bas, vous voyez le... Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Christian Castagna, je suis le responsable de plaidoyer notamment sur la spoliation des biens culturels en Ukraine pour l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Donc, je vous remercie fortement d'avoir évoqué la situation en Ukraine en termes de spoliation du patrimoine culturel. Et j'ai 2 questions à vous poser. La première, donc vous avez parlé effectivement du travail que fait l'UNESCO dans la préservation des sites culturels. J'ai un problème par rapport à l'Ukraine sur un site qui est en Crimée qui s'appelle Khersonès, qui est aujourd'hui une base logistique pour l'armée russe, et dont aujourd'hui ce site est toujours inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et pour lequel j'ai l'impression que l'UNESCO ne réagit pas beaucoup. La directrice de ce site est actuellement sur la liste de sanctions de l'Union européenne. Donc, que peut faire la diplomatie culturelle sur un point comme ça? Premier point. Deuxième point, monsieur, vous avez évoqué ICOM, et vous avez évoqué effectivement tous ensemble la situation qu'on peut reconnaître sur le vol de patrimoine culturel des forces russes en Ukraine. Or, aujourd'hui, chez ICOM, j'ai des directeurs de musées russes qui sont complices dans des vols de musées en Ukraine. J'ai fait publier dans Le Monde en mars une tribune demandant à ICOM de réagir. Le fait est qu'aujourd'hui, nous avons l'Assemblée générale d'ICOM en novembre. J'ai des directeurs de musées russes qui sont maintenant sous liste de sanctions des autorités ukrainiennes, qui sont toujours membres d'ICOM, alors que nous avons un code de déontologie, nous avons un règlement intérieur, nous avons des statuts qui peuvent permettre de prendre des sanctions contre ces personnes qui ne respectent pas ces principes. Donc là aussi, du point de vue diplomatique, qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement ramener la Russie à la raison sur le comportement de certains de leurs directeurs? Parce que j'ai discuté avec des collègues directeurs de musées en France. Quand je leur raconte ce qui se passe en Ukraine, ou en Russie, ils sont un petit peu choqués de voir que des collègues ne sont pas sanctionnés. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Peut-être Madame Ramis, pour le premier point évoqué. La question n'est pas facile. Bon, évidemment, la question de Crimée fait partie intégrante du problème de la guerre en Ukraine. Et à part de la mobilisation pour l'instant, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire ponctuellement sur ce sujet de la mobilisation. Lorsqu'il y aura un règlement de paix, s'il y en a un jour, ces questions sortent. Mais actuellement, je ne vois pas l'UNESCO faire autre chose que du plaidoyer. Je regarde notre secrétaire général, Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On vous tend un micro. Et le sachant de la commission, Alexandre. Merci beaucoup. Navarro. Donc, plus précisément, peut-être, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Madame la Présidente, sur la question de plaidoyer, c'est évidemment, je dirais, le corps actuel de l'engagement qui est fait, mais sur un site en particulier qui est en Crimée, la question, si c'est de le désinscrire de la liste parce qu'il est en territoire occupé, peut-être que la réflexion qui est menée est tout à fait inverse, c'est-à-dire que parce qu'il est en territoire occupé, il est d'autant plus nécessaire de le maintenir sur une liste justement du patrimoine pour engager après sa préservation, en sachant qu'il y a des obligations de part des gestionnaires de sites et qu'il y a forcément des mécanismes qui sont portés en termes de numérisation par satellite des sites. Donc c'est-à-dire qu'il y a évidemment des comparaisons, des comparatifs qui sont portés par l'UNESCO avec un œil par satellite sur ces sites-là. Donc tout l'intérêt, je dirais, de maintenir ce regard et cette inscription. Après, la question plus personnelle qui est posée, je dirais, sur la question des sanctions qui sont portées par la responsable de site, ça c'est autre chose. Et là, l'UNESCO n'en a pas la compétence ni le mandat. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Favel, peut-être pour la deuxième question. Je vais essayer de vous répondre. En fait, c'est compliqué parce que les législations pour les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont les législations nationales. Là, il y a eu une annexion de fait d'un État. Donc, la Russie a annexé la Crimée. Donc, ce ne sont plus les lois ukrainiennes qui s'appliquent, ce sont les lois russes en termes de droit patrimonial national. La Russie est membre de l'ICOMOS, est membre d'ICOM. La Russie est toujours membre de la Convention de 72 et est toujours membre, preuve du contraire,
du conseil d'administration de l'UNESCO, à la différence des États-Unis qui ont claqué la porte. Je rappelle que les États-Unis sont toujours membres de la Convention de 72, ne sont pas partis, tout comme Israël d'ailleurs. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une violation constatée dans la tenue du site, il y a ce qu'on appelle les rapports périodiques. Les rapports périodiques, c'est tous les 5 ans. Le Mont-Saint-Michel est évalué tous les 5 ans, tout comme le quartier de la Neustadt en France, Strasbourg. Kersonès, c'est la même chose. Donc c'est au Centre du patrimoine mondial, à ICROM et à ICOMOS, de poser la question précise en disant qu'il y a une violation délibérée et un non-entretien qui nécessite la mise en péril du site. Nous, les sites français, on n'est pas, je dirais, à l'abri d'être un jour mis sur certains cas sur la liste en péril. Vienne en Autriche est sur la liste du patrimoine mondial en péril, hein, je vous signale. Donc, pour vous répondre, monsieur, voilà la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire que il y a aussi des cas où les Russes montrent une vitrine aussi pour la restauration de certains biens en Ukraine. Par exemple, le palais des Camps, en Crimée, qui est vraiment, vraiment disneylandisé, on va dire. Et puis, il y a surtout aussi des biens qui disparaissent vraiment de façon terrifiante. ICOM a un inventaire, c'est les biens des musées. Des petits musées de villes, pas très connus, des bibliothèques aussi, on n'en parle pas. Des musées d'instruments de musique, il y avait beaucoup de choses comme ça en Ukraine, des petites choses comme ça. Et ben ça, alors ça, c'est devenu nébuleux. Et il va falloir faire le travail de Rose Valland après 1945 pour reconstituer tout le patrimoine de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, malheureusement, n'en a pas les moyens. Ni matériels, ni humain. C'est ça le problème, si vous voulez. Au-delà des sanctions adressées aux musées russes, de toute façon, vous savez, il n'y a plus aucun échange entre la France et la Russie depuis le début de la guerre de 1923. Il n'y a même plus d'échange archéologique, il n'y a plus rien du tout. Donc, voilà. Merci, Monsieur Favel. Une autre question. Alors, je vois une main se lever ici. Mademoiselle. Bonjour, excusez-moi, peut-être vous n'allez pas bien m'entendre, mais merci parce que c'est un sujet qui me passionne. Là, je sors d'un bac HJGSP. Je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de lycéens ou des personnes qui connaissent cette spécialité. Et dans le programme, il y a beaucoup la notion du patrimoine et l'acteur principal qu'on voit, c'est l'UNESCO. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de récits historiques qui m'intéressent. Et du coup, lorsque... durant l'année scolaire, il fallait travailler sur un sujet de grand oral. J'ai décidé de travailler sur une notion du patrimoine en danger et aussi du Moyen-Orient. Et après, j'ai fait plusieurs connexions avec l'actualité. Et finalement, du coup, mon sujet, c'était dans quelle mesure le pillage archéologique est une source de propagande et de financement pour le terrorisme. Et du coup, la chose que j'ai eu beaucoup de mal pour ce grand oral, c'était déjà les sources. En fait, je tombais souvent sur l'UNESCO. J'ai aussi pris beaucoup de la bibliographie d'un archéologue, aussi un professeur de Vincent Michel, si je ne dis pas de bêtises. Et après, j'ai essayé des podcasts et j'ai essayé aussi à l'international avec, par exemple, des sources plutôt en arabe littéraire, avec des personnes de Syrie ou encore en anglais. Et en fait, j'ai trouvé des limites sur ce sujet-là et j'étais étonnée de mon simple niveau de lycéenne. Du coup, en fait, j'ai eu une frustration. Donc, vraiment, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et c'est un peu en lien avec mes études, indirectement, parce qu'aujourd'hui, je suis en première année de littérature langue arabe à l'Université de Strasbourg. Donc, en fait, ce sujet-là, c'est pas vraiment... En fait, le patrimoine, l'histoire ou encore les médias ou la géopolitique ou les relations internationales, c'est quelque chose qui me passionne. Mais là, je pars sur 3 ans de littérature langue arabe et par la suite, j'envisage un master dans le journalisme. Mais c'est vrai que l'acteur principal et l'UNESCO, c'est quelque chose qui me fait rêver. Donc, j'en profite pour savoir si vous recrutez certaines personnes. C'est une très... C'est une excellente... Je ne sais pas si c'est mal poli ou déplacé. Non, pas du tout.
saute Pas sur du tout, l'occasion. c'est tout à fait l'endroit et le lieu pour poser cette question. Alors, Madame Ramis va vous répondre parce qu'il y a plein de possibilités, en effet, à l'UNESCO, mais peut-être que vous êtes un tout petit peu trop jeune. Mais dans quelques années, ça devrait être possible. Non, mais c'est surtout que moi, je ne suis pas l'UNESCO, je suis l'interface entre l'UNESCO et la France. Donc l'UNESCO, effectivement, recrute comme toutes les organisations internationales, mais je n'ai pas la main dessus. En revanche, vous pouvez passer les concours du Quai d'Orsay. Il y a un stand aujourd'hui, si vous vous intéressez aussi aux carrières diplomatiques. Ce que je voulais dire, vous avez eu du mal à trouver des statistiques sur le trafic de biens culturels. Donc sachez qu'il y a en France un office français pour la protection des biens culturels qui dépend du ministère de l'Intérieur. Interpol, Europol ont certainement des données et effectivement, une partie du trafic de biens culturels peut financer le crime organisé, le terrorisme. Donc c'est pourquoi c'est doublement important de combattre ce trafic. Mais pour le recrutement UNESCO, là, je ne peux pas grand-chose. Il faut aller sur le site et puis il y a des offres d'emploi, il y a toute une procédure ONU. Mais vous verrez que vous pouvez en effet être recruté comme stagiaire à partir peut-être de Master 1, Master 2. Stagiaire, oui. Et ensuite, Young Professionals, il y a des programmes également très très bien faits. Mais en effet, quand on continue à regarder et à postuler, vous pouvez aussi venir au Quai d'Orsay. Nous recrutons régulièrement des stagiaires. N'hésitez pas à postuler. Au plaisir, merci. Merci beaucoup. Un autre témoignage ou une autre question, monsieur devant au premier rang. Bonjour à tous et merci. Ce sera une question très large qui s'adresse à vous toutes et tous. Faut-il et peut-on parler à tout le monde pour préserver le patrimoine culturel? Je pense au nouveau pouvoir syrien qui est relativement controversé et j'imagine que dans vos carrières respectives, vous arrivez de devoir parler à des interlocuteurs dont les états de service étaient plus ou moins clean. Voilà. On va commencer par Madame Bouffard. Alors, notamment pour la Syrie, pas diplomate, je ne vais pas répondre à la première question, mais en tout cas pour la Syrie, nous avons donc des dépôts syriens dans le musée de l'Institut du monde arabe. Et donc effectivement, on a déjà reçu les demandes pour le retour de ces œuvres qui ont été prêtées dans un premier temps, puis après sont restées en France parce que justement il n'y avait pas de cadre diplomatique qui pouvait permettre le retour des œuvres et surtout leur sécurité, parce que c'était un peu ça. Donc là, nous avons fait les démarches et nous discutons avec notre ministère de tutelle, bien entendu, pour voir exactement ce qui doit être mis en place pour que les œuvres qui ont été prêtées, notamment par le Musée national de Damas, retournent en Syrie. Voilà. Donc là, c'est un cadre plutôt de sécurisation. Et donc, il y a énormément de dossiers à mettre en place, en rapport aussi avec la direction des antiquités syriennes. Donc, il y a effectivement tout ça s'est remis en route, puisque nous avons échangé donc avec des collègues syriens. Et effectivement, là, c'est un cadre diplomatique qui va accepter les mises en place en termes de sécurité, d'assurance de transport et de certitude d'être présenté et avoir les ressources nécessaires en interne pour pouvoir protéger leur patrimoine, ce qui semble être le cas. Voilà, parce que c'est un musée qui tournait très bien, donc s'assurer. Et après, c'est leur patrimoine. Donc, nous rendons leur patrimoine aux Syriens. Beaucoup, Monsieur Favel, est-ce que vous voulez compléter? Oui. Sur la Syrie, on avait travaillé avant l'effondrement du régime il y a une dizaine d'années sur un dossier de patrimoine mondial qui s'appelle les villages antiques du nord de la Syrie. Saint-Siméon-Stilite, des villages qui ont été abandonnés au 7e siècle dû à certainement un changement climatique. Ce sont de très très beaux endroits, si vous voulez, qui ont été endommagés pendant la guerre civile qui a ravagé la Syrie. Là, on est en train de reprendre contact avec les autorités syriennes pour voir comment on peut retravailler avec eux, parce que c'était impossible pendant 10 ans. Il y avait un blocage complet. Donc, si vous voulez, il y a cela, c'est important. Mais je suis confiant quand même, parce que ce pays est un pays qui avait une vraie politique du patrimoine, à la différence de certains autres États. On n'est pas en Irak, en Syrie. Et les sites étaient très très bien entretenus. Daesh les a systématiquement, et Al-Qaïda d'ailleurs, il n'y a pas que Daesh, systématiquement massacrés. Et pendant la guerre, Mahmoud Abdul Karim essayait de faire restaurer des sites
pré-islamique, moyenâgeux, krach des chevaliers et autres. Donc c'est un pays qui cite des Arméniens, par exemple, de Deir ez-Zor, qui a été complètement détruit par Daesh. Je crois que là, il y a vraiment un savoir-faire dans ce pays, mais ce pays est exsangue. Et comme dans tous les pays exsangues, il faut du temps pour réparer les traumatismes des populations et des communautés. Moi, j'ajouterais une réponse très simple. Nous parlons à tous. Il n'y a pas d'interdit diplomatique. Notre président de la République le dit. Nous parlons à nos amis, nous parlons à ceux qui ne sont pas nos amis, et surtout avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, si un dialogue est possible, bien sûr. Donc, il n'y a pas de restriction aux personnes auxquelles nous pouvons parler pour défendre le patrimoine ou pour défendre d'autres causes, d'ailleurs. Voilà. Après, c'est une question d'utilité et de réponse. Merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste encore 5 minutes pour une dizaine de questions. Alors, écoutez, on va aller voir le jeune homme au fond, ici à droite, peut-être on va essayer de répondre à 2 questions encore. On vous écoute. Ouais. Donc, bonjour à tous et merci d'être ici. Ma question porte sur le retrait des États-Unis de l'UNESCO. J'aurais aimé savoir concrètement quelle action cela va mener et à quoi on va s'attendre sur les actions de l'UNESCO. Merci. Alors, les États-Unis ont annoncé pour la 3e fois qu'ils se retirent de l'UNESCO, puisque c'est la 3e fois. Ce retrait sera effectif fin 2026, donc on les a encore à bord jusqu'en 2026, notamment pour participer à l'élection d'un nouveau directeur général. Concrètement, c'est une perte de financement. L'UNESCO est le premier contributeur à l'UNESCO, donc c'est une perte de financement. La directrice générale a vraiment œuvré à essayer de les garder à bord. Il y a eu une sorte d'audit qui a été réalisé pour les Américains, ils ont demandé quels sont les avantages et les inconvénients. Je crois que la directrice générale, Mme Audrey Azoulay, dont je salue la qualité du mandat, a vraiment tout fait pour essayer de les conserver à bord dans une approche vraiment coopérative. La décision est tombée, c'est une décision politique. Les États-Unis considèrent que les idées que véhicule l'UNESCO ne sont pas compatibles avec les doctrines que défend Donald Trump en termes de civilisation, en termes également sur la question israélo-palestinienne. Donc, c'est irrémédiable. Eh bien, l'UNESCO va devoir trouver d'autres sources de financement, se tourner vers des opérateurs sur des financements privés pour des contributions qui vont combler le déficit américain, mais c'est évidemment une décision très regrettable. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Alors, peut-être une jeune fille, donc là, au 2e rang, désolée. On vous écoute. Donc bonjour, je m'appelle Inès et ma question c'était, en général on parle beaucoup de reconstruction post-conflit, mais pas beaucoup d'anticipation au conflit ou alors en début de conflit, quelles mesures sont mises en place pour protéger le patrimoine et s'il peut être rapatrié dans d'autres pays, est-ce que c'est fait et dans quel pays le patrimoine peut être rapatrié? Merci beaucoup. Alors, je veux bien vous répondre si vous me permettez. L'anticipation, c'est déjà lorsqu'un régime va tomber, c'est d'essayer de mettre en sécurité les chefs-d'œuvre du pays. Ça a été fait en Afghanistan, ça a été fait au Soudan, ça a été fait en Arménie. La solution qui consiste à évacuer un patrimoine national dans un autre État est très souvent refusée par les États nationaux. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se déposséder de leur symbole identitaire patrimonial parce que c'est synonyme pour eux de défaite, si vous voulez, défaite intellectuelle et autres. Et les associations qui poussent dans ce sens sont très souvent déboutées. Je pense notamment à un moment, il y avait eu des volontés de sortir les manuscrits arméniens d'Erevan. Toutes les associations se sont heurtées à un refus complet de cela. C'est-à-dire que c'est très important. On préfère, si vous voulez, cacher le patrimoine. Ça a été le cas à Tombouctou. Tous les manuscrits de Tombouctou ont été cachés dans des familles, dans des communautés, pour pouvoir être restitués ensuite. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à votre question. Les zones refuge, c'est vraiment en cas de destruction complète d'un État, mais ce n'est pas souhaitable. Merci beaucoup. Alors, je regarde, est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Ah oui, il semblerait que oui. Alors peut-être monsieur, ici? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question, mais c'est juste une information. Moi, j'ai quelques contacts avec le ministre
de la culture en Syrie. Moi, je suis syrien, je suis journaliste syrien. J'ai fait mes études ici, à cette université. Je vais juste dire que vraiment le peuple en Syrie aime bien lorsque entendre des gens qui parlent comme vous, qui appellent à protéger le patrimoine, parce que notre pays, notamment en Syrie et notre région en général, est très riche. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui sortent récemment. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres gens, s'il y a des étudiants ou des gens qui veulent soit contacter directement le bureau de la ministre de la Culture, etc., pour des informations ou pour demander des choses. Je peux leur donner des contacts, mais moi, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas quelqu'un qui est attaché à eux, mais juste, il y a quelques contacts parce que j'ai lui rencontré récemment l'UNESCO. Voilà, c'est juste ça. Et moi, je vous remercie pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors... Ouais, j'ai oublié de dire mon nom. Moi, mon nom, c'est Zahar Al-Zahar. Du coup, si vous voulez, vous pouvez me trouver très facilement sur Internet. Merci pour ce témoignage et ces informations. Il me reste à remercier nos 3 intervenants pour leur participation. À remercier aussi... Merci beaucoup aussi à toutes et tous pour votre attention et pour votre l'interactivité avec les intervenants. Bonne continuation. Merci.